Le lourd silence de l'île, étude de maître Leclerc, pesait sur nous comme le couvercle d'un cercueil. L'air, saturé d'une odeur de cuir ancien et de papier jauni, semblait lui aussi retenir son souffle, attendant que la voix monocorde du notaire tranche dans le vif de notre héritage. Nous étions réunis autour d'une table massive, à cajou foncé, polie par des décennies de drames familiaux scellés. En face de moi, Olivia, ma sœur, affichait un calme déconcertant, une sérénité froide qui ne faisait qu'accroître mon malaise. Ses yeux, habituellement pétillants de malice, étaient étrangement voilés d'une fausse tristesse, un masque qu'elle portait à la perfection depuis les funérailles de papa. Je savais, au plus profond de moi, que ce calme haine était que l'anticipation d'une victoire. Pour moi, Héloïse, cette sale haine n'était pas le lieu du deuil, mais le théâtre d'une exécution programmée. Depuis des années, j'avais supporté les piques, les insinuations, et le mépris silencieux d'Olivia. Elle m'avait toujours considérée comme la brebis galeuse, la rêveuse, incapable de gérer quoi que ce soit de concret. Quand papa, affaibli par la maladie et les médicaments, avait commencé à s'éteindre, Olivia avait resserré son emprise, s'installant chez lui, contrôlant les visites, moi je le savais, manipulant chaque mot qu'il prononçait. Était une humiliation constante, invisible pour le monde extérieur, mais qui me rongeait l'âme. Elle m'a humiliée, jour après jour, en me reléguant au rôle de parente éloignée, alors que était sa fille. Maître Leclerc, un homme aux tempes grisonnantes et aux lunettes écaille, toussa légèrement, signalant la fin de la lecture des clauses préliminaires. Il venait énumérer quelques legs de moindre importance. Maintenant, nous arrivions au cœur du patrimoine, la propriété familiale à Deauville et le portefeuille d'investissement. Je sentais la tension monter dans la pièce. Nos cousins, assis à nos côtés, observaient la scène avec une avidité à peine masquée, conscients que le véritable enjeu se jouait entre les deux sœurs. Le notaire, ajustant ses documents, commença à lire la section concernant la résidence principale. Concernant le patrimoine immobilier principal, l'intention du défunt, M. Armand Dubois, était de partager équitablement entre ses deux héritières, Mademoiselle Héloïse Dubois et Madame Olivia Dubois. Avant même qu'il n'ait pu prononcer le mot « équitablement », Olivia se pencha en avant, son visage prenant une expression de grave préoccupation, comme si elle était soudainement frappée par une vérité douloureuse qu'elle se devait de partager. Était son coup de théâtre habituel, parfaitement calibré pour capter l'attention. Maître Leclerc, intervint-elle, sa voix grave et chargée d'une émotion feinte qui donnait l'illusion d'une souffrance sincère. Je suis navrée d'interrompre, mais je me dois d'évoquer une situation délicate qui, je le crains, pourrait invalider les intentions initiales de notre cher père concernant Héloïse. Un murmure parcourut l'assemblée des cousins. Le notaire, habitué à ce genre de scène mais visiblement agacé par l'interruption, haussa un sourcil. Madame Dubois, nous sommes en pleine lecture testamentaire. Si vous avez des objections formelles, elles sont formelles, maître, et de la plus haute importance pour protéger l'héritage de notre père, insista Olivia, jouant sur le registre de la piété filiale. Elle se tourna vers moi, et son regard, bien que teinté de pitié publique, contenait cette étincelle de triomphe que je connaissais si bien. Je suis désolée, Héloïse, mais je ne peux pas laisser notre père être trahi, même après sa mort, par ton manque de responsabilité. Mon sang se glaça. Je savais que la dénonciation arrivait. Elle l'avait préparée, peaufinée, attendant ce moment précis pour me poignarder en public. Maître Leclerc lui fit signe de continuer, tout en notant méticuleusement la date et l'heure de l'intervention. Récemment, poursuivit Olivia, sa voix baissant d'un ton confidentiel mais assez fort pour que chacun entende, Héloïse s'est retrouvée dans une situation financière catastrophique. Elle a fait des investissements hasardeux. Et le fait est qu'elle a contracté des dettes considérables auprès de créanciers peu scrupuleux. Des dettes qu'elle a tenté de dissimuler à papa. Elle fit une pause dramatique, laissant l'information s'installer. Le poids de cette accusation était énorme. Dans notre famille, l'honneur et la gestion irréprochable des finances étaient des valeurs sacrées. Accuser quelqu'un de mauvaise gestion et d'endettement dissimulé était une sentence sociale. Je sentis les regards se braquer sur moi. La honte m'envahit, cette douleur lancinante que j'avais apprise à supporter en silence. Je savais que tout était faux, une construction malveillante d'Olivia pour me faire passer pour une dilapidatrice. Elle m'a humiliée en inventant cette histoire de dette pour me disqualifier aux yeux de tous. Je serrais mes mains l'une contre l'autre pour masquer leur tremblement, me retenant de crier mon indignation. Je me suis sentie obligée, en tant qu'aînée responsable et soucieuse de la stabilité de papa, continua Olivia, s'installant confortablement dans son rôle de martyr, de prendre des mesures pour protéger les actifs. Papa, en toute lucidité, a accepté. Nous avons dû signer, il y a 6 mois, un avenant stipulant que la part d'Héloïse serait placée sous une fiducie très stricte, gérée par un conseil, afin que ses créanciers ne puissent pas saisir la propriété familiale et, pire, qu'elle ne puisse pas dilapider l'argent. Mon cœur rata un battement. Elle parlait du document frauduleux qu'elle avait fait signer à papa, celui-là même où je savais qu'elle l'avait coaché, faible et confus, pour qu'il contresigne. Ce document était la preuve de sa trahison. Mais ici, devant tout le monde, elle le présentait comme un acte de dévotion fraternelle. En clair, maître, conclut Olivia, tournant la page de son dossier personnel, je demande que vous considériez ce nouvel acte, signé par notre père,
qui place la part d', Héloïse non pas sous sa jouissance directe, mais sous administration. Elle n'est pas apte à gérer cet héritage. La cruauté de cette manœuvre était suffocante. Non seulement elle me dépossédait de ma part légitime, mais elle m'accusait publiquement d'irresponsabilité financière, ruinant ma réputation devant la famille. J. était réduite à une enfant incapable, ma dignité brisée en miettes. Maître Leclerc prit le document qu'Olivia lui tendait. Il l'examina avec le sérieux professionnel qui le caractérisait. Le silence était redevenu oppressant. Mais cette fois, il était rempli de jugement et de commérages invisibles. Les cousins échangeaient des regards lourds de sous-entendus. « Héloïse, toujours dans les problèmes !»« Ce document semble être en ordre formel, Madame Dubois », prononça finalement le notaire, sa voix empreinte d'une prudence mesurée. « Il est daté de l'automne dernier et porte bien la signature de Monsieur Dubois. » À cet instant précis, je savais qu'Olivia avait gagné. La loi et les apparences étaient de son côté. J'avais l'impression que toutes ces années de mépris silencieux venaient d'atteindre leur point culminant, et que j'allais être à nouveau réduite au silence, humiliée et dépouillée. La douleur était si vive qu'elle était presque physique. Mais tandis que le notaire s'apprêtait à annoncer la sentence, la mise sous tutelle de ma propre part d'héritage, une force froide et inattendue monta en moi. Cette force haine était pas la colère, mais la certitude inébranlable que cette fois, ce haine était pas elle qui aurait le dernier mot. J'avais attendu ce jour, patiemment, silencieusement, sans jamais rien laisser paraître. J'avais gardé en secret la preuve de sa malveillance. Était un enregistrement. L'audio de cette soirée où Olivia, pensant être seule avec notre père, l'avait forcé, mot par mot, à réciter le discours qu'il devait tenir devant le second notaire. J'avais l'enregistrement de sa voix douce mais impitoyable, dictant les mensonges, exploitant sa fatigue et sa confusion. Maître Leclerc posa le document d'Olivia et s'adressa à moi, son expression mêlant compassion et résignation. Mademoiselle Héloïse, compte tenu de cet avenant, je me levai brusquement. Le mouvement surprit tout le monde. Ma chaise grinça contre le parquet ancien. Un son violent qui brisa le silence feutré de l'étude. Je n'avais pas parlé depuis le début de la réunion. Mon cœur battait la chamade, mais étrangement ma voix était posée, incroyablement ferme. Avant que vous ne continuiez, Maître Leclerc, dis-je, fixant Olivia droit dans les yeux. Le masque de compassion de ma sœur se fissura légèrement, remplacé par une lueur d'agacement et d'inquiétude. Elle ne s'attendait pas à ce que je réagisse de manière aussi directe. Elle s'attendait aux larmes, à la défaite. J'ai quelque chose que je dois vous montrer. Quelque chose qui change absolument toute la nature de cet avenant, que ma sœur a si gentiment présenté. Olivia essaya de m'interrompre immédiatement, reprenant son rôle d'aînée protectrice. Héloïse, tu es bouleversée. Calme-toi. Ce n'est pas le moment pour tes fantaisies. Non, Olivia. C'est exactement le moment. Je sortis de mon sac une petite clé USB noire que j'avais gardée religieusement. Vous avez dit, Maître Leclerc, que le document était en ordre formel. J'aimerais que nous nous assurions maintenant qu'il a été signé en toute lucidité, sans contrainte ni influence indue. Je m'approchai du coin de la pièce où était installée une petite télévision connectée, utilisée habituellement pour des présentations visuelles. Je branchai la clé USB sans demander la permission, agissant avec une détermination nouvelle qui déstabilisa complètement Olivia. Elle se leva à son tour, sa voix devenant plus aiguë. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as pas le droit de faire ça, c'est une réunion privée !»« Bien sûr que j'ai le droit, » rétorquai-je, mon regard ne quittant pas le sien. « C'est la lecture du testament de notre père, et je révèle la vérité sur la façon dont cet avenant a été obtenu. » Le notaire, intrigué, fit un geste de la main pour faire taire Olivia. Il voulait comprendre. Il y avait dans mon ton une gravité qui dépassait la simple querelle de famille. Les cousins se penchèrent en avant, l'excitation palpable. Écran s'alluma, affichant un simple fichier audio. Je cliquai sur « Lecture N ». Le son qui remplit « Étude N » était pas fort mais il était d'une clarté glaçante. Était la voix de papa, faible, sifflante, entrecoupée de quintes de toux sèches. « Je suis fatiguée, Olivia. Vraiment très fatiguée. Pourquoi dois-je signer ça ?» Puis, la voix d'Olivia, douce et caressante, mais dont la douceur cachait une lame d'acier. « Chut, papa ! C'est pour ton bien. Et surtout, c'est pour protéger ta mémoire. Héloïse est en difficulté, nous devons la gérer. Maintenant, répète après moi, papa. Dis, oh !» J'ai pris cette décision en toute conscience de mes facultés. Le choc fut immédiat. Les murmures cessèrent. Olivia devint livide, ses yeux écarquillés par l'horreur de l'exposition. Elle avait cru que ce moment était à elle, qu'elle allait parachever mon humiliation. Mais à présent, le son de sa propre voix manipulatrice résonnait dans la pièce, démolissant sa façade de vertu. La salle est devenue silencieuse. Le notaire, Maître Leclerc, était figé, ses lunettes baissées sur son nez. Il écoutait attentivement les enregistrements où Olivia coachait son père pour qu'il mente sur la clarté de son jugement, insistant sur le fait que l'avenant était destiné à protéger l'héritage des erreurs Héloïse. Les mots d'Olivia, enregistrés en secret, démentaient chaque accusation qu'elle venait de porter publiquement contre moi.
Pendant que l'enregistrement déroulait la preuve irréfutable de la coercition, je pus enfin respirer. La tension des années S échappait de mes épaules. Le moment de l'humiliation publique était terminé. Maintenant venait le temps de la justice. Mon silence avait été une carapace, ma preuve, mon bouclier. Ce jour-là, tout a changé. J'avais ma voix, et cette fois elle était amplifiée par la vérité nue. Olivia, exposée dans sa cruauté calculée, ne pouvait plus se cacher. Sa sentence venait de commencer. Le notaire, Maître Leclerc, était figé, ses lunettes baissées sur son nez. Il écoutait attentivement les enregistrements où Olivia coachait son père pour qu'il mente sur la clarté de son jugement, insistant sur le fait que l'avenant était destiné à protéger l'héritage des erreurs d'Héloïse. Les mots d'Olivia, enregistrés en secret, démentaient chaque accusation qu'elle venait de porter publiquement contre moi. Le son qui émanait du petit écran plat était d'une fidélité implacable. Il remplissait l'étude, non pas par son volume, mais par sa densité émotionnelle. Chaque respiration sifflante de papa, chaque pause calculée d'Olivia, était mise à nu, amplifiée dans l'atmosphère confinée de l'étude. L'odeur familière du cuir et du vieux papier semblait s'alourdir, rendant l'air trop épais pour la vérité qu'il contenait. On entendait même le bruit sec d'un verre d'eau posé sur une table, le son d'une faiblesse physique exploitée. Les cousins, un instant figés par la surprise, s'agitaient légèrement sur leurs chaises d'acajou, cherchant une échappatoire à la gêne, mais incapables de détacher leurs yeux de la scène. Leurs visages, initialement pleins d'avidité, se transformèrent en masques de choc et de réprobation. Ils étaient pas scandalisés par la trahison en mauvaise, continuaient à me ronger, une brûlure lente et acide qui menaçait de consumer mes dernières réserves de dignité. Maître Leclerc, ayant achevé la lecture du codici qui réaffectait la majorité des parts de l'entreprise familiale à Olivia, et m'octroyait une misérable rente assortie de conditions humiliantes, replaça ses lunettes sur son nez, l'air d'un fonctionnaire qui vient d'accomplir une formalité routinière. La salle, qui avait été traversée par les murmures indignés de ma tante, et le soupir discret de mon cousin, retomba dans un calme écrasant. Olivia, elle, rayonnait. Son sourire était une lame froide, polie par des années de pratique dans l'art de la domination sociale. Elle m'avait dénoncé publiquement, insinuant sans le dire ouvertement, que mes difficultés financières passées et mon caractère instable justifiaient cette mise au ban testamentaire. Devant le notaire et la famille, elle m'a humiliée, utilisant les mots de mon père, les mots qu'elle avait soigneusement choisis pour lui, pour sceller mon exclusion. Je sentais la chaleur monter à mes joues, non pas de honte, mais d'une rage sourde, glaciale, qui était mon unique allié depuis des mois. Maître Leclerc ouvrit un dossier en cuir et prit un stylo. Nous allons maintenant procéder aux signatures. Les termes sont clairs et, bien que douloureux pour certains, ils représentent la volonté finale de Monsieur Dubois. La validation de l'acte était imminente. En quelques traits d'encre, l'injustice serait gravée dans le marbre légal, et ma vie, telle que je l'avais connue, serait définitivement brisée par la cupidité et la cruauté d'Olivia. Pendant des années, elle avait exercé ce pouvoir insidieux sur moi, me rabaissant à chaque réunion de famille, sapant ma confiance auprès de mon père, transformant chaque succès personnel en un échec mineur. Mais cette fois, la mise était trop haute. Elle avait touché à l'héritage moral, pas seulement financier. Mon regard croisa celui d'Olivia. Elle ne s'attendait à rien d'autre à mon effondrement silencieux, à mes larmes, à ma fuite. Mais au lieu de cela, elle vit la lueur métallique de la détermination. Dans ma poche, mon pouce caressait la surface lisse de mon téléphone. J'avais attendu ce jour, je m'aimais, était préparé à cet instant précis, portant le fardeau de ma preuve comme un secret trop lourd pour être partagé, un trésor empoisonné. Flashback. Je revoyais la scène avec une clarté obsédante, comme si la bande se rejouait devant mes yeux, malgré le mur boisé de l'étude notariale. Était il y a 4 mois, un mardi après-midi pluvieux. Mon père était déjà très faible, sa mémoire vacillait comme une bougie au vent. Il avait insisté pour rester dans sa grande maison, un lieu trop vaste pour un homme seul et malade, mais qui symbolisait pour lui une dignité qu'il s'accrochait à ne pas perdre. Je passais le voir chaque jour, contrairement à Olivia, qui ne faisait des apparitions que lorsque l'argent ou les affaires étaient en jeu. Ce jour-là, était arrivé sans prévenir, apportant ses pâtisseries préférées. J'avais trouvé la porte du bureau entr'ouverte et une conversation m'avait glacé le sang. Je étais immobilisé dans le couloir, mon cœur tambourinant. Était la voix d'Olivia, douce comme du miel, mais avec une tension sous-jacente qui trahissait son intention prédatrice. « Papa, écoute-moi. Ce n'est pas difficile, chérie. C'est pour ta tranquillité, tu comprends ?» Sa voix élevait légèrement. Mon père bredouillait. Je savais qu'il était confus par les médicaments et la maladie. « Mais Héloïse! Elle a toujours été là, ma chérie. Pourquoi si peu ?» Sa voix était un filet ténu, rempli de la détresse d'un homme qui sentait sa volonté lui échapper. Olivia soupira, un son agacé et contrôlé. « Héloïse, papa? Elle n'est pas stable. Elle a des dettes. Elle dilapiderait l'entreprise en 6 mois. T'as travaillé toute ta vie, n'est-ce pas? Pour la postérité, tu ne veux pas que tout écroule à cause de ses imprudences, n'est-ce pas? » C'est là que j'avais compris. Elle ne le conseillait pas.
Elle le forçait, utilisant la peur qu'il avait de l'échec familial pour le manipuler. J'avais sorti mon téléphone, la main tremblante, et j'avais activé l'enregistrement vocal. Était un réflexe pur. Celui d'une personne qui a été trahie trop souvent, et qui cherche instinctivement une preuve. J'ai gardé en secret cette preuve, sachant qu'elle était ma seule défense contre la machine d'influence d'Olivia. L'enregistrement avait capturé les 30 minutes les plus sordides de ma vie, les promesses fausses d'Olivia, ses arguments insidieux, et finalement, le bruit du stylo grattant le papier, forcé, presque arraché de la main tremblante de mon père. Signe ici, papa. Juste là. Tu auras l'esprit en paix? C'est la bonne chose à faire pour l'avenir. Tu aimes ta famille, n'est-ce pas? La question N était pas une affirmation, mais une menace voilée, exploitant la culpabilité filiale de mon père agonisant. J'avais quitté la maison ce jour-là, le cœur lourd d'une tristesse infinie, non seulement pour ce que j'avais perdu, mais pour la décadence morale de ma sœur. Le poids de cet audio, de cette vérité dévastatrice, j'ai gardé en secret pendant des mois, me préparant au moment où je devrais l'utiliser. Le silence et la solitude que j'avais enduré n'étaient pas de la faiblesse, mais une stratégie. Fin du flashback. Je revins brutalement au présent. Maître Leclerc était en train de tremper son stylo dans l'encrier. Le clic métallique résonna, annonçant la fin du drame. Bien, je pense que nous pouvons. D'aller, commença le notaire. Je me redressai brusquement, ma chaise raclant le parquet ancien de l'aile, étude. Le bruit, sec et violent, fit sursauter tout le monde, y compris Olivia, qui avait relâché sa garde. Non, maître Leclerc, déclarai-je, ma voix plus ferme et plus haute que je ne l'aurais cru possible. Elle ne tremblait pas. Elle était le fruit d'une volonté de fer forgée dans l'humiliation. Le notaire, déconcerté par cette interruption inattendue et irrespectueuse des procédures, me regarda par-dessus le bord de ses lunettes. Mademoiselle Dubois, nous sommes au point de la signature. Si vous avez des questions sur les termes, veuillez les formuler clairement. Je n'ai pas de questions sur les termes, répondis-je, fixant Olivia de mes yeux. Elle avait pâli légèrement, son calme habituel commençant à se fissurer. Elle comprenait, intuitivement, que j'allais riposter. J'ai une objection formelle à la validité de ce codicille. Un murmure parcourut la table. Ma tante et mon cousin échangeaient des regards effarés. Olivia, retrouvant un peu de sa superbe, intervint avec une fausse compassion. Héloïse, s'il te plaît, je comprends que tu sois déçue, mais faire un scandale ici n'y changera rien. C'est la volonté de papa. Son ton était condescendant, celui qu'elle utilisait toujours pour me présenter comme la folle de la famille. Elle m'a humiliée une dernière fois. Je n'ai pas répondu à Olivia. Je me suis adressé uniquement à Maître Leclerc, gardien de la légalité. Ce document, maître, ne représente pas la volonté finale de mon père, affirmai-je, il représente le résultat d'une coercition préméditée, d'une manipulation exercée sur un homme diminué et sous l'influence de puissants sédatifs. Olivia se pencha en avant, son visage désormais livide. C'est absurde. Tu es ridicule, Héloïse. Tu as perdu et tu ne supportes pas la vérité. La vérité, Olivia, rétorquai-je, prononçant son nom comme un poison, c'est que tu as profité de la faiblesse de notre père pour lui dicter ce qu'il devait signer, et j'en ai la preuve. Je posai mon téléphone sur la table d'acajou. Le petit appareil, silencieux, devint instantanément le centre de toute l'attention. L'atmosphère de Halley, étude, déjà lourde, devint insoutenable, chaque respiration semblant être retenue. Maître Leclerc, un homme d'ordre et de procédure, fronça les sourcils. Il avait vu des drames familiaux, mais rarement une confrontation aussi directe et accusatoire, doublée d'une revendication de preuves secrètes. Mademoiselle Dubois, vous affirmez détenir une preuve d'enregistrement de la conversation ayant mené à la signature de ce codicille. Demanda le notaire, sa voix empreinte d'une prudence professionnelle. Oui, maître. Un enregistrement que j'ai gardé en secret jusqu'à la délit. À ce jour. Il contient la voix d'Olivia, en train de forcer papa à modifier le testament. Je suis prête à le révéler maintenant, devant vous et devant la famille, afin que la vérité sur la cruauté calculée de ma sœur soit enfin exposée. La main d'Olivia se serra sur le bord de la table, ses jointures blanchissant. La façade qu'elle avait entretenue pendant des années, le masque de la fille dévouée et compétente, était sur le point d'être arraché, non pas par une rumeur, mais par une preuve indiscutable. Tu n'as rien, Héloïse. Tu bluffes, cracha-t-elle, une panique visible dans ses yeux habituellement froids. Elle tentait de me déstabiliser, de me faire douter, mais le souvenir amer de l'humiliation qu'elle m'a humiliée, m'avait infligé quelques minutes auparavant était une armure impénétrable. Mon cousin se racla la gorge, mal à l'aise. Ma tante était bouche bée, fixant le téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe. Était le moment exact où l'équilibre du pouvoir s'inversait. Était passé de la victime silencieuse à l'accusatrice redoutable. Je pris le téléphone, mes doigts ne tremblaient plus. Je naviguais vers le fichier, intitulé simplement « Mardi 14h30 ». Était l'heure de révéler la vérité. L'air était si dense que j'avais l'impression d'être sous l'eau. Maître Leclerc fit un signe de tête solennel.
Veuillez procéder, mademoiselle Dubois. Que nous entendions ce que vous avez à nous faire entendre. Je pris une grande inspiration, savourant l'instant avant de presser le bouton de lecture. Ce « oh » n'était pas seulement une preuve légale que j'allais projeter dans la pièce, zicade, était la fin de mon calvaire. L'exposition publique de la malveillance d'Olivia. Ce jour-là, tout a changé. Le petit haut-parleur du téléphone commença à grésiller doucement, prête à libérer le secret gardé. La voix suave et manipulatrice d'Olivia emplit soudain le silence tendu de l'île. Étude. C. Était un son étranger dans ce lieu de formalité, un murmure de trahison qui résonna contre les murs. Le son était clair, malheureusement trop clair. La première phrase fit l'effet d'un coup de fouet. Krailar. Et tu sais bien, papa Kellar, Héloïse ne ferait que des folies avec cet argent. Elle est incapable de gérer. Regarde sa dernière tentative d'entreprise. Olivia poussa un petit cri étouffé, ses yeux écarquillés fixant le téléphone. Elle essayait de parler, de protester. Mais le notaire leva une main impérieuse, exigeant le silence. Le son de la manipulation continuait, impitoyable. J'ai révélé la vérité, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le souffle court et faible de mon père, entrecoupé des phrases doucereuses et pressantes d'Olivia, remplissait l'espace, témoin d'une faiblesse exploitée. Maître Leclerc, impassible, écoutait attentivement, son visage de marbre ne laissant transparaître aucune émotion. Mais l'inclinaison de sa tête montrait qu'il prenait la mesure de l'horreur. Le reste de la famille était figé, leur regard allant du téléphone à Olivia, dont le visage se décomposait sous l'effet de l'exposition. La salle était désormais plongée dans un silence absolu, brisé seulement par le son de la voix enregistrée. Était le silence que je recherchais, celui où l'agresseur n'a plus d'eau échappatoire. Ce silence, lourd de jugement, était ma victoire. Le fichier audio se poursuivait. On entendait Olivia énumérer les clauses du codicille, dictant à mon père, mot pour mot, ce qu'il fallait qu'il écrive et signe. Elle utilisait des arguments fallacieux sur la nécessité de protéger le patrimoine familial de moi, la fille dépensière. Alors tu vois, il faut mettre Héloïse sous tutelle financière. Juste cette petite rente, ça la protégera d'elle-même. Signe ici, papa. Allez, un petit effort. Puis, le son déchirant d'un vieil homme gémissant de confusion. Je ne suis pas sûre, Olivia. C'est Héloïse. Et la réponse cinglante d'Olivia, où toute trace de douceur disparaissait. Arrête tes jérémiades, papa! Tu as déjà signé, maintenant tais-toi, et finis la dernière page! Le bruit du stylo, contraint et nerveux, confirmait l'acte de trahison. À l'aile, écoute de ces mots, l'atmosphère devint palpable. Olivia Say était levée, à bout de force, mais le notaire fit un geste sec de la main pour la forcer à rester assise. J'ai laissé l'enregistrement se dérouler jusqu'à va et qu'à la fin, m'assurant que chaque membre de la famille comprenne l'étendue exacte de la manipulation. Le dernier son était le claquement d'un dossier refermé par Olivia, juste avant qu'elle ne quitte la pièce, satisfaite de son forfait. Le silence qui suivit la fin de l'enregistrement fut monumental. Il était lourd, accusateur et dévastateur. Maître Leclerc retira ses lunettes lentement, les posant sur la table avec une précision chirurgicale. Il regarda Olivia, puis moi. L'heure de la justice avait sonné. Le silence qui suivit la fin de l'enregistrement fut monumental. Il était lourd, accusateur et dévastateur. L'air de cello, étude, habituellement neutre et imprégné de l'odeur sèche du papier ancien et du cirage à bois, était alourdi, saturé de la puanteur métallique de la honte et de la trahison. Maître Leclerc retira ses lunettes lentement, les posant sur la table avec une précision chirurgicale, comme s'il déposait un instrument souillé. Il regarda Olivia, puis moi, ses yeux de professionnel semblant évaluer le coût d'un désastre qui allait bien au-delà des clauses testamentaires. L'heure de la justice avait sonné. Olivia, dont le visage avait atteint une teinte crayeuse, fit un bruit guttural, un mélange de suffocation et de rage. Elle était encore debout, chancelante, se rattrapant au dossier de sa chaise. Le vernis de décence sociale qui l'avait protégée pendant des décennies venait d'être écaillé. Ce N était plus la femme d'affaires brillante et assurée. Ça était une prédatrice démasquée. C'est une falsification, cracha-t-elle, sa voix rauque et brisée. Un contraste violent avec le ton mielleux de l'enregistrement. C'est illégal. Tu ne peux pas enregistrer une conversation privée. C'est inadmissible, Héloïse. Tu as manipulé ça. Je la regardais sans ciller. La panique dans ses yeux était le plus doux des nectars. Falsification, Olivia? Demandai-je ma propre voix, étrangement calme, coupant à travers l'hystérie ambiante. Nous venons tous d'entendre la faiblesse de papa, sous sédatif, et ta voix le forçant à signer. Qu'est-ce qui est le plus illégal? L'enregistrement d'une conversation que j'ai jugée suspecte, ou l'abus de faiblesse caractérisé sur un parent agonisant dans le but de s'approprier la totalité de son héritage? Mon cousin, Antoine, qui avait passé toute la réunion à observer le plafond, prit soudain la parole, sa voix tremblante d'une indignation tardive. Olivia, c'est immonde. On entend distinctement la contrainte. Ma tante Isabelle, qui avait toujours craint Olivia, se couvrit la bouche de ses mains gantées, les larmes coulant sur ses joues. Pauvre Charles.
Il était si confus ces derniers mois. Nous pensions que Sue était la maladie. Pas toi, Olivia. La réaction de la famille N était pas mon objectif principal. La validité légale, elle, était, mais elle était la confirmation morale dont j'avais besoin. Olivia était isolée. Son réseau de mensonges Egan écroulait autour d'elle. Maître Leclerc se racla la gorge, replaçant son rôle d'arbitre légal. Il n'avait pas besoin de mon opinion pour juger la situation. Il avait le dossier, le codicille, et maintenant, la preuve sonore de l'intention frauduleuse. Mademoiselle Olivia Dubois, commença le notaire, sa voix reprenant sa tonalité formelle et autoritaire, la question de la légalité de l'enregistrement, bien que pertinente dans un cadre pénal, est secondaire ici. Ce qui est primordial, c'est que cet enregistrement corrobore de manière accablante l'existence d'un vice de consentement. Le fait que M. Dubois ait été sous une légère déception face à la petitesse de mon héritage, et le silence général qui s'installa était pas celui du respect pour le défunt, mais le calme lourd et saturé d'une humiliation accomplie. Olivia, assise à ma gauche, se pencha légèrement vers moi, ses yeux verts brillant d'une satisfaction brute et sans phare. Elle n'avait même plus besoin de murmurer, sa victoire était gravée dans le marbre du document que le notaire venait de signer. Elle attendait ma capitulation, l'effondrement final qui confirmerait qu'elle avait, une fois de plus, gagné et que étais à jamais la petite sœur insignifiante, celle qu'on pouvait piétiner sans craindre de représailles. Mais ce jour-là, je ne lui ai pas offert la satisfaction de mes larmes, ni même celle d'un regard de détresse. Au lieu de cela, j'ai pris une grande inspiration, la première bouffée d'air pur depuis des années, et j'ai senti la force qui était restée tapie en secret au plus profond de moi, celle que j'avais nourrie dans le silence durant les longs mois de mon deuil et de ses manœuvres. J'ai redressé ma colonne vertébrale, fixant Maître Leclerc avec une assurance nouvelle qui sembla dérouter l'homme de loi. Il allait prononcer le mot fatidique, clôturé, quand ma voix, claire et ferme, traversa le silence moite. Maître Leclerc, ai-je dit, le ton formel, avant que nous ne clôturions cette lecture et que nous n'acceptions la validité de ce codicille, je crois qu'il est de mon devoir de vous présenter une preuve essentielle concernant les circonstances de sa signature. Le notaire, décontenancé, me regarda par-dessus le bord de ses lunettes, ses sourcils se haussant d'incrédulité. Olivia, à côté de moi, sentit immédiatement le danger. Son sourire se figea, se transformant en un rictus horrifié. Elle se redressa si brusquement que sa chaise grinça sur le plancher en bois. « Héloïse, de quoi parles-tu ? Tu n'as absolument rien à présenter. Le testament est légal. Tu as perdu, c'est tout !» Ces mots étaient pleins de venin, mais l'assurance habituelle de sa voix tremblait déjà, trahissant une fissure dans sa façade de marbre. J'ai ignoré Olivia, gardant mes yeux fixés sur le notaire, qui était le seul arbitre légal dans cette pièce. Il s'agit d'un enregistrement, maître. Une conversation capturée il y a 6 mois. Le jour même où mon père, déjà très affaibli et sous l'emprise d'une forte médication, a été convaincu de signer ce document. J'ai prononcé le mot « convaincu » avec une ironie glaciale, le poids de la vérité que j'avais gardé en secret planant au-dessus de nous comme une épée de Damoclès. Maître Leclerc hésita, conscient de l'enjeu légal. Une accusation de manipulation testamentaire était la plus grave qui soit. Madame Dubois, si vous présentez une pièce, elle doit être pertinente et non modifiée. Je ne peux pas accepter. Elle est pertinente, maître, et absolument authentique, galais-je coupé, sortant mon téléphone portable de ma pochette. Je n'avais pas besoin de sa permission formelle pour faire ce que été sur le point de faire. Le moment de la justice était arrivé. Après toutes ces années où elle m'a humilié, où j'ai dû m'incliner devant son mépris. J'ai cherché le fichier, augmentant le volume au maximum, et sans attendre, j'ai révélé la vérité devant tout le monde. J'ai appuyé sur lecture. La pièce, déjà silencieuse, fut soudain remplie du son granuleux d'un enregistrement de mauvaise qualité. Un bruit de fond médicalisé, puis la voix perçante et reconnaissable d'Olivia. Audio-voix d'Olivia. Douce et caressante, mais pleine d'une cruauté calculée. « Papa, il faut que tu signes juste là, mon amour. Tu es fatigué, je sais, mais Héloïse n'est pas capable de gérer l'entreprise, tu le sais bien. Elle est trop sensible. Tu veux que notre héritage écroule ? Non. Moi je serai forte, papa. Je serai là pour toi, mais il faut que tu signes, maintenant. » Audio-voix de mon père, faible et hésitante. « Mais, Olivia, je t'annais. Je ne vois pas bien les lignes. Ce n'est pas ce que nous avions discuté. Héloïse doit avoir sa part, elle est ma fille aînée. Audio-voix d'Olivia, coupante, le masque tombant un instant. « Ne sois pas ridicule, papa. Tu as 75 ans et tu as à peine la force de tenir ce stylo. Signe ! Maintenant, ou je te laisse seule avec les infirmières ce soir. Qui d'autre viendra te lire des histoires ? Qui s'occupera de tes affaires ?» Le son de la voix d'Olivia, dépouillée de toute affection, révélant la pression glaciale qu'elle exerçait sur mon père mourant, frappa la salle comme un coup de fouet. Les murmures, qui avaient tenté de reprendre lors du début de l'enregistrement, éteignirent complètement. C'est à ce moment précis que la salle est devenue silencieuse. Un silence absolu, bien plus pesant que le bruit, s'installa, oppressant l'air.
nous étouffant tous. Je pouvais sentir la sidération autour de moi. Ma tante Agnès portait ses mains à sa bouche, ses yeux emplis de larmes de choc et de colère. Mes cousins, qui avaient toujours soutenu Olivia par inertie familiale, semblaient pétrifiés, réalisant-ils, étendus de la manipulation. L'enregistrement continua pendant 1 minute de plus, détaillant l'humiliation psychologique que ma sœur infligeait à notre père, le forçant à raturer son propre testament en échange d'une attention basique qu'il était incapable de s'offrir lui-même. Était la preuve irréfutable de sa cruauté calculée, la vérité que j'avais gardée si longtemps en secret. Quand le faible son du stylo de mon père signant le codicille frauduleux résonna dans le haut-parleur, j'ai coupé l'enregistrement. Le silence qui suivit était si profond, qu'on entendait le bourdonnement du chauffage central. Était un silence de jugement, où chaque membre de la famille pesait l'horreur de ce qu'il venait d'entendre. Olivia, dont le visage était passé du rouge de la fureur au blanc blafard de la terreur, tenta une réaction désespérée. « C'est un montage! Une contrefaçon! Elle essaye de me détruire !» Sa voix était stridente, au bord de l'hystérie, mais elle n'avait plus aucune autorité. La vérité, brute et non édulcorée, était sortie de l'ombre. Maître Leclerc, lui, avait retiré ses lunettes et les essuyait nerveusement avec son mouchoir. Son expression était celle d'un homme qui venait d'assister à un crime en direct. Il était le professionnel de la légalité, et cet enregistrement mettait en péril non seulement le testament, mais aussi l'intégrité de l'acte qu'il venait d'entériner. « Madame Dubois, dit le notaire, sa voix exceptionnellement grave, ces preuves sont accablantes. L'enregistrement est clair. Pression psychologique abusive sur une personne vulnérable. » Il se tourna vers Olivia, dont les mains tremblaient visiblement. Ce codicille est, de toute évidence, entaché d'une manœuvre frauduleuse. Il est, de ce fait, nul et non avenu. Olivia se leva d'un bond, renversant presque sa chaise. Elle était exposée, son plan était détruit en quelques minutes. L'élégance qu'elle arborait depuis des années s'effondra. « Vous ne pouvez pas faire ça, j'ai des témoins !»« Vos témoins zen étaient pas présents lors de l'enregistrement, madame, » ai-je répliqué calmement, sans lever la voix, savourant le pouvoir que la vérité me conférait enfin. J'ai gardé ce secret pour ce jour précis, Olivia. Le jour où tu pensais que tu pourrais m'humilier une dernière fois sans conséquence. Je me suis levée à mon tour, dominant la scène non par la taille mais par la dignité retrouvée. Je me suis avancée vers la table, regardant ma sœur droit dans les yeux, la fixant avec la même intensité froide qu'elle avait utilisée pour me rabaisser toutes ces années. Tu m'as humiliée publiquement, Olivia. À chaque réunion de famille, à chaque fois que tu parlais de mon échec professionnel, de mes choix de vie, tu as cru que tu pouvais détruire ma réputation et mon héritage. Mais la seule chose que tu as détruite aujourd'hui, c'est ta propre façade. Ta cruauté calculée est désormais la seule chose que notre famille retiendra de toi. Le notaire se racla la gorge, reprenant le contrôle de la situation. Compte tenu de la preuve formelle de coercition, nous suspendons immédiatement l'application de ce codicille. Nous revenons au testament initial de Monsieur Dubois, celui qu'il avait signé en pleine possession de ses moyens, et qui prévoyait un partage équitable des biens entre ses deux filles. Madame Olivia Dubois, je vous conseille de contacter votre avocat immédiatement. Les implications de ceci sont très sérieuses. La déchéance d'Olivia fut rapide et brutale. Les larmes de rage roulaient sur ses joues, mélangeant son fond de teint. Elle était vaincue, et sa défaite était publique, complète. Elle se tourna vers moi, un regard de haine pure et non déguisé dans les yeux. « Tu vas le regretter, Héloïse !»« Non, » ai-je répondu doucement. « Aujourd'hui, c'est toi qui regretteras. Moi je me sens enfin libre. » Elle quitta la pièce en trombe, claquant la porte derrière elle, mais ce bruit violent ne fit qu'accentuer le silence apaisant qui restait dans la pièce. Ma tante Agnès est venue me serrer dans ses bras, pleurant de soulagement et d'admiration. Le notaire, plus calme, commença à organiser les démarches pour valider la version antérieure du testament. En cet après-midi gris dans cette salle à manger luxueuse transformée en tribunal improvisé, l'injustice que j'avais subie pendant des années a été annulée. J'avais repris le pouvoir, non par la force ou la manipulation, mais par la vérité que j'avais eu la patience et le courage de garder secrète jusqu'au moment décisif. J'ai regardé l'endroit où Olivia était assise, là où elle avait triomphé pendant quelques minutes. La chaise était vide, la place du tyran était vacante. Ce jour-là, tout a changé. Le fardeau de la honte s'est envolé, et j'ai su que je étais plus là, à m'oublier de la famille Dubois. J'étais Héloïse, celle qui avait révélé la vérité, celle qui avait ramené la justice dans cette maison. J'ai enfin retrouvé ma voix. Et cette voix résonnait clairement dans le silence qui avait été mon allié, et qui était devenu le bourreau de ma sœur. Elle quitta la pièce en trombe, claquant la porte derrière elle, mais ce bruit violent ne fit qu'accentuer le silence apaisant qui restait dans la pièce. Ce était plus le silence lourd de l'humiliation, mais un vide pur, assaini, dans lequel les particules de poussière dansant dans les raies de lumière, semblaient célébrer la fin d'une longue maladie. Écho du claquement de porte 6, éteignit rapidement, remplacé par le froissement délicat du tissu de la robe de Maître Leclerc, et le murmure étouffé des membres de la famille qui, enfin, se permettaient de respirer. Ma tante Agnès est venue me serrer dans ses bras, une étreinte qui
était pas celle de la pitié, mais de l'acier. Je pouvais sentir les tremblements qui la parcouraient, non pas de peur, mais de la libération d'une tension accumulée depuis des années. Elle pleurait de soulagement et d'admiration, enfouissant son visage dans mon épaule. Oh, Héloïse! Mon Dieu! Tu as eu un courage que je n'aurais jamais imaginé. Elle a fait ça à ton père. Elle a osé. Sa voix se brisa. Je la tins fermement, reconnaissant silencieusement que même si elle n'avait jamais pu m'aider contre Olivia, elle n'avait jamais non plus participé à ces jeux. J'ai inspiré profondément, sentant l'odeur du vieux bois ciré, des lys fanés dans le vase sur la cheminée, et, étrangement, une odeur de poudre et de victoire. Pendant que je réconfortais, Agnès, maître Leclerc, plus calme mais visiblement secoué, commença à organiser les démarches pour valider la version antérieure du testament. Il tapota ses papiers sur la table de marbre, le son sec redonnant une structure légale à l'anarchie émotionnelle qui venait de régner. « Madame Héloïse Dubois, dit-il, sa voix redevenant le ton professionnel et monotone de l'homme de loi, je dois vous féliciter pour votre sang-froid et votre préparation. Une telle preuve, présentée avec une telle assurance, est rarissime dans ce type de procédure. Il ne parlait pas d'argent, mais de l'intégrité du droit. L'annulation du codici est immédiate. J'enverrai les notifications nécessaires à l'AL, étude dans l'heure. Quant aux implications pénales, étant donné l'abus de faiblesse caractérisé, je vous conseille vivement de consulter votre propre avocat pour évaluer la marche à suivre contre Madame Olivia Dubois. Je hochai la tête, mon cœur battant non plus de peur, mais d'une froide détermination. Je ne savais pas encore si je poursuivrais ma sœur pour ses crimes moraux, mais le simple fait d'avoir cette option, ce levier de pouvoir qu'elle avait tant de fois brandi contre moi, était une victoire en soi. Maître Leclerc poursuivit. Le testament de 2018, celui signé avant l'aggravation de Leil, état de santé de votre père, stipule une répartition à parts égales des actifs immobiliers et financiers, ainsi que la CO direction de la holding Dubois Participation. Il s'arrêta, observant ma réaction. La codirection. C, était le poste qu'Olivia m'avait toujours dit que je haine, était pas assez forte ou assez intelligente pour occuper. L'idée de devoir travailler avec elle, même maintenant, me paraissait insupportable, mais au moins j'avais le droit d'y être, et elle ne pourrait plus m'en exclure. Je pris le temps de regarder autour de moi. Les visages des autres membres de la famille étaient figés dans une expression complexe, mélange de honte rétrospective, pour avoir cru ou ignoré les manigances d'Olivia et de fascination. Ils ne me regardaient plus comme la petite sœur ratée, mais comme celle qui avait osé démasquer le tyran. J'avais inversé la dynamique familiale en 5 minutes d'enregistrement audio. En cet après-midi gris, la lumière qui filtrait à travers les rideaux de dentelle ne parvenait pas à réchauffer la pièce, mais la froideur extérieure ne m'atteignait plus. J'y étais ancré dans une certitude nouvelle et inébranlable. Cette salle à manger luxueuse, où j'avais subi tant de dîners humiliants, et où J était venu pour recevoir l'estocade finale, était devenue mon tribunal. L'injustice que j'avais subie pendant des années a été annulée. J'avais repris le pouvoir, non par la force ou la manipulation, la tactique favorite d'Olivia, mais par la vérité, que j'avais eu la patience et le courage de garder secrète jusqu'au moment décisif. Cette patience, je l'avais forgée dans le silence. Le silence n'avait pas été une faiblesse, mais une cachette, un laboratoire secret, où j'avais cultivé ma force. Chaque humiliation subie, chaque sarcasme avalé, chaque exclusion de la vie de l'entreprise, avait nourri ma résolution. J'avais compris que pour vaincre la nature théâtrale et publique d'Olivia, il me fallait une preuve non négociable, quelque chose qui résonnerait plus fort que tous ces mensonges. Je me souvenais du moment où j'avais fait cet enregistrement. Était une visite clandestine à l'hôpital, sachant qu'elle était là, mais restant cachée dans l'embrasure de la porte, le cœur serré par la douleur de voir mon père si diminué. Je n'avais pas cherché à intervenir, car je savais qu'elle nierait, qu'elle le retournerait contre moi. J'avais laissé la cruauté s'exprimer, sachant que la souffrance de ce moment était le prix à payer pour ma liberté future. Ce jour-là, je m'aime, était transformé en archiviste de l'injustice, mon seul rôle étant de documenter la chute de l'âle, âme,